mesdames et messieurs, chers amis, cher Karl, puisque c'est toi qui vas me répondre. Merci. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans cette maison qui est la vôtre. Il y a la réunion de l'OCDE et nous nous sommes dit, beaucoup de collègues sont là et c'est une occasion de marquer, comme on dit en bon français, le coup et de fêter, même si c'est très simplement, j'espère que vous ne nous en voudrez pas, le 10e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne. Le 1er mai 2004, en effet, 10 membres nous rejoignaient, bientôt suivis en 2007 par la Bulgarie, la Roumanie, et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, nous sommes 28. Cet élargissement de l'Union n'était pas le premier, mais d'une certaine façon, ce n'était pas un élargissement comme les autres, parce qu'il mettait fin, 15 ans après la chute du mur de Berlin, à une division installée du continent européen. Notre ami Guérémec disait que l'élargissement avait signé la fin de l'ordre de Yalta. Et j'aime bien la phrase très talentueuse de Milan Kundera, qui a à peu près tout résumé lorsqu'il écrivait, ça c'est compréhensible lorsque, comme vous tous, on parle un français excellent, que dans l'expression démocratie populaire de l'Est, il y avait 3 substantifs et 3 mensonges. Le premier, c'est que ce n'était pas des démocraties. Le deuxième, c'est qu'elles n'étaient pas populaires. Et le troisième, c'est que les pays concernés n'étaient pas à l'Est, mais au cœur de l'Europe. Et je pense que ça a un certain sens. Chers amis, les célébrations appellent souvent les bilans qui sont un peu longs et un peu lourds. Et nous n'allons pas le faire ce soir, il y a des institutions qui le font magnifiquement. Mais je crois quand même, puisque nous sommes réunis, que nous n'avons pas à rougir de ce bilan. L'élargissement a permis à l'Europe de changer tout simplement de dimension. Il y a des chiffres, il ne faut pas abuser des chiffres, mais qu'il faut garder à l'esprit. L'Europe des 6, au moment de la création de l'Europe, en 1957, pesait 14% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, si l'on était resté à 6, on pèserait moins de 10%. Et à 28, on pèse 25% de la production mondiale, autant donc que nos amis américains, et autant que l'addition des richesses de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Et n'oublions pas, même si beaucoup de nos concitoyens l'oublient, que nous restons la première puissance commerciale du monde. Je pense qu'on peut dire aussi, et aucun ami ici présent ne va me contester sur ce point, que l'élargissement a contribué à la stabilisation démocratique de nos pays, au renforcement des institutions et à l'amélioration, même s'il y a des diversités, des conditions de vie dans l'ensemble du continent. Cela a amorcé le rattrapage économique, et là encore quelques chiffres. Lorsqu'ils ont rejoint l'Union européenne en 2004, les 10, en ce qui concerne leur richesse par habitant, représentaient 40% de la moyenne communautaire. Et l'an dernier, c'était 75%. Et une part non négligeable de la croissance de l'Union européenne a été tirée et est tirée par les pays d'élargissement. Donc, même encore une fois, s'il y a des différences selon les pays, je pense qu'on peut dire que la politique d'élargissement a fonctionné comme un moteur de réforme et de modernisation. Ce qui fait que, malgré toute une série d'efforts importants qui ont été exigés pour intégrer l'acquis communautaire, l'adhésion à l'Union européenne, en général, est forte. Et est-ce un paradoxe? Je ne sais. Mais parfois, l'adhésion européenne est plus forte dans les populations des derniers arrivés que, comme nous, chez les anciens. Et d'une certaine façon, c'est un signe de succès de la construction européenne.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'élargissement d'aujourd'hui, éventuellement de demain, ne pose aucun problème? Bien sûr que si, ça pose des problèmes. À 28, la capacité de décision n'est pas la même qu'à 15 ou à 6. Il y a davantage de points de vue à prendre en compte. C'est une richesse, mais parfois, c'est difficile à prendre des décisions à 28. Et nous devons faire en sorte, c'est un thème qui va être traité dans les semaines et les mois qui viennent, que nous puissions réaliser des progrès, même si, dans un premier temps, tout au moins, ce sera vraisemblablement un traité constant. Nous souhaitons que le renouvellement des institutions à laquelle il va être procédé soit une occasion de progresser en ce sens, parce que tout le monde souhaite plus de simplicité et plus d'efficacité. En matière sociale, il y a des progrès à faire. La libre circulation des personnes doit rester un principe structurant de l'Union, parce que chaque année qui passe, il y a davantage d'étudiants, d'artistes, d'entrepreneurs, d'enseignants qui en bénéficient, et cela constitue une sorte d'affection sociétatis européenne qui est indispensable si on veut rapprocher les peuples. Parfois, à 28, il est aussi plus difficile de concilier le respect de la diversité de nos cultures avec la construction d'un ensemble unifié. Et nos peuples ressentent cette difficulté. C'est pourquoi la France, et elle n'est pas du tout la seule, insiste sur la nécessité d'être très concret. On entre dans une période où il va y avoir beaucoup de discours, y compris le mien. Mais je crois que les gens nous demandent que plutôt que des grands débats institutionnels théoriques, nous soyons capables d'agir visiblement, rapidement, concrètement, au service de ce qui est quand même l'objectif fondamental de l'Union, c'est-à-dire, je cite, l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de nos peuples. Et il y a énormément de chantiers. Je reviens d'une séance de discussion au Sénat, nous avons parlé du climat, donc de la politique énergétique, et ce qui se passe en Ukraine, nous l'avons vu dans nos récents débats, renforce vraiment la conscience chez les dirigeants et chez les citoyens qu'il va falloir bâtir une vraie politique énergétique européenne. C'est vrai en matière d'éducation, de recherche, de conditions d'emploi et de travail, d'environnement. Nous avons peut-être tardé, même sans doute tardé, sur pas mal de ces sujets. Et maintenant, puisqu'il va y avoir un nouveau Parlement, une nouvelle Commission, eh bien, il faut que ce soit l'occasion d'une relance qui, à certains égards, permettent une réorientation et des améliorations. Alors, beaucoup de questions vont se poser pour le futur, parce que ce n'est pas parce qu'on célèbre un anniversaire du passé qu'on ne doit pas réfléchir au futur, au contraire. Jusqu'où, géographiquement, l'Union européenne va-t-elle aller? Qu'est-ce que c'est, au fond, que notre projet d'Union européenne? Il y a un cadre d'adhésion qui est fourni à un certain nombre de pays. Il y a des discussions avec des partenaires qui se poursuivent dans ce cadre. Il y a des partenariats forts et exigeants, et parfois il y a une confusion qui est souvent souhaitée ou récusée par différents peuples. Et donc, c'est toutes ces questions qu'il va falloir traiter et auxquelles il va falloir répondre dans les années qui viennent. Mais je pense que, je veux m'acheminer vers la conclusion, il faut toujours rester à l'essentiel. Vous savez que j'ai été un ami proche et un disciple de François Mitterrand, et juste avant de mourir, peut-être certains d'entre vous y étaient, il a fait un discours au Parlement européen qui était extrêmement ému, parce qu'on sentait, il avait vraiment... Et quand j'en parle, je suis ému, la mort sur son visage, et c'est dans ce discours qu'il avait dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Et venant d'un homme qui avait connu la guerre, qui avait été fait prisonnier, c'était extrêmement fort. Et il nous avait dit, l'ambition c'est quoi? Une Europe puissante économiquement, unie monétairement, féconde par sa culture, active sur la scène internationale, capable d'assurer sa défense. 1995. Nous avons progressé depuis 1995, mais le chemin n'est évidemment pas terminé. Et il faut d'abord que nous apprenions à être sûrs de nous-mêmes. Le premier acquis de la construction européenne, c'est la paix. Nous l'avons tous répété dans nos campagnes. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, beaucoup de gens comprennent que ce n'est pas simplement je ne sais quel élément de campagne ou de propagande. Ce qui rend la paix
insubmersible entre nous, c'est que nous sommes unis. Et ce n'est pas un hasard si c'est aux marges de l'Union européenne elle-même que des menaces se font sentir. Nous avons réagi d'une manière unitaire. Et j'en parlais à Karl notamment hier en te recevant. Il est extrêmement important que cette unité reste constante. Bien sûr, nous avons des positions qui, à certains égards, peuvent être différentes. Mais que face à l'adversité, dont nous connaissons le nom, il est très important que l'Union européenne, ancien membre, nouveau membre, en tout cas État membre, soit unie. Nous voulons avoir de bonnes relations avec la Russie, géographiquement, historiquement, elle est là, à nos côtés. Mais nous voulons que la Russie respecte la souveraineté de ses voisins autant qu'elle est attachée à la sienne propre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé, tous unis, que la remise en cause de l'intégrité de l'Ukraine n'était pas acceptable. À l'Ukraine, nous devons continuer d'apporter notre solidarité, tout en rappelant que cela crée aussi des responsabilités pour les autorités qui vont être élues le 25 mai prochain, car là aussi, nous sommes tous d'accord, ces élections sont indispensables. Quand il y a une crise dans un pays démocratique, c'est par les élections qu'elle peut être résolue. Et je pense que cette crise, qu'aucun d'entre nous n'a souhaité, peut être l'occasion de continuer à transformer l'Europe. Elle met en évidence, bien sûr, nos lacunes, mais aussi ce qui nous unit et ce qui nous protège. Je termine en disant ceci. La gestion européenne est parfois critiquée, et parfois avec raison. Mais l'idée européenne, elle, est absolument incontestable. Dans un monde comme le monde actuel, en transformation, où nos concurrents économiques ont la taille de continents, où les menaces sont extrêmement nombreuses, y compris à nos portes, où beaucoup d'enjeux, y compris le dérèglement climatique, appellent des réponses globales, nous avons besoin d'une Union européenne qui soit unie et qui soit forte. Et de ce point de vue-là, 2004 a constitué une étape absolument majeure. Les deux Europes se sont retrouvées au terme d'un long parcours, et c'est en pensant à cet anniversaire, à ce parcours, que je veux dédier mes derniers propos. 2004, c'était hier. Mais 2004 n'aurait pas été possible si auparavant, beaucoup plus loin dans le temps, il y avait eu d'autres combats. Je pense ce soir au courage de ceux qui, en 1953, se soulevèrent à Berlin, à Budapest et Poznan en 1956, à Prague en 1968, à Gdansk en 1980, et qui finirent par avoir raison du mur de Berlin. Sans eux, ni sans 1989, dont nous célébrons aussi cette année le 25e anniversaire, il n'y aurait probablement pas eu 2004 et l'élargissement, et je souhaite ce soir que nous tous, nous nous en souvenions. Faire progresser l'Europe, c'est l'intérêt des Européens et c'est notre objectif. Mais c'est aussi une manière d'être fidèle à la mémoire de ces autres pères fondateurs qui ont bâti l'Europe par leur courage. Et aujourd'hui, je souhaite que nous ne les oublions pas. Merci.